Voilà, bon, donc je remercie Jean-Marc Henriot de m'avoir fait signe pour vous parler aujourd'hui du symptôme. Alors, je vais faire comme Marion tout à l'heure, je vais vous parler de mon parcours. Donc je suis médecin clinicien, endocrinologue, j'ai été responsable d'un service d'endocrinologie donc dans un hôpital. Et je me suis confronté donc en tant que médecin à la résistance des patients au changement. J'ai compris. Oui, est-ce que vous m'entendez? Parce que le. C'est bon là, oui. D'accord. Hein? Pas vraiment? Vous pouvez prendre le micro là, vous approchez, vous collez au menton. Je vais essayer de me coller au menton, d'accord. Je vais voir si mes capacités adaptatives sont suffisamment importantes. Voilà, alors, je suis médecin clinicien et j'ai été très vite confronté à la problématique que lorsqu'on est en tant que médecin avec un patient, finalement, comme vous le diront tous les médecins, ils sont en échec. Alors, ils sont en échec, et d'ailleurs, ça crée une angoisse pour beaucoup de médecins. Et cette problématique, elle se situe d'abord sur le fait que la médecine était auparavant, bien sûr, des symptômes, comme l'a dit Jean-Marc, qui étaient rattachés à une maladie due à un dérèglement physiopathologique, et ce dérèglement physiopathologique, on avait un traitement pour le résoudre, et tout allait bien. Oui, mais... le mais, si vous voulez, c'est que derrière la maladie, il y a un être humain. Et derrière l'être humain, il y a donc effectivement un malade, et que pour un médecin, toute sa formation est basée sur la maladie, et non sur le malade. Il est donc confronté très rapidement à cette problématique. Comment se fait-il que quand je dis à un patient « il faudrait que vous fassiez ça », il ne le fasse pas? Donc, finalement, cette problématique, elle a permis quand même de faire évoluer la médecine. Donc les gens se sont posé le problème, mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire en sorte de s'adresser à l'être humain pour que finalement il puisse se prendre en charge? Il puisse être autonome vis-à-vis de sa maladie et au niveau de ses capacités. Et donc c'est tout le mouvement de l'éducation thérapeutique du patient, auquel moi j'ai participé dès les années 82, avec Jean-Philippe Assal à Genève, et qui a un peu inondé dans la communauté scientifique francophone à cette époque-là. Et petit à petit, finalement, les médecins ont essayé dans leur coin, d'ailleurs de manière un peu bizarre, sans essayer de voir qu'il y avait des tas de domaines qui auraient pu les aider, à construire finalement une autre alternative pour savoir comment on pouvait faire avec le patient. Donc c'est tout le mouvement de l'éducation thérapeutique du patient qui s'est mis en route et dans lequel moi j'ai été partie prenante pour effectivement avancer. Donc les choses ont bien évolué, comme le disait Jean-Marc, l'écoute rogerienne humaniste est maintenant passée dans le monde soignant. La problématique reste quand même, comment on fait pour que le patient il change? Et actuellement, on est encore, en matière d'éducation thérapeutique, dans une certaine nosologie. C'est-à-dire, vous savez, la médecine, on aime bien faire des petites cases, qu'on puisse se repérer, que les médecins puissent se repérer. Donc actuellement, on en est encore à ce niveau-là de la nosologie, où finalement, on se pose la question, quelle est la boîte noire qu'il y a dans le patient qui nous permettrait finalement d'avancer? Et donc, effectivement, dans le cadre de ma formation, je me suis aperçu effectivement que dans le monde soignant, il y avait des possibilités importantes d'apporter quelque chose de tout à fait positif. Donc, ça va être le propos de ce matin. Finalement, vous verrez qu'on va reprendre beaucoup de choses qui ont déjà été dites sous une autre forme,
Mais bon, je pense que ça permet d'avoir un éclairage différent et d'avancer. Alors, le symptôme en médecine, c'est donc un signe, un signal qui est présenté par le patient, qui permet de dire que quelque chose ne va pas bien, que quelque chose dysfonctionne, une maladie par exemple. C'est une sorte de feu clignotant, signalant qu'il faut faire attention et trouver ce qui trouble l'équilibre de la santé du patient. En effet, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais en dehors de la maladie, il y a le problème aussi que les comportements peuvent engendrer des maladies. Et donc si on veut prendre en charge les maladies, il faut qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui fait que les gens ont des comportements. Donc en fait, en somme, il invite à chercher une origine sous-jacente, et l'erreur, la tentation, serait de vouloir à tout prix étouffer le symptôme, le faire disparaître. Imaginons, comme d'ailleurs le propose à peu près Freud, un signal d'alarme dans une maison, avec des voleurs, ou un signal donc d'intrusion, ou éventuellement une alarme d'incendie. Si au moment où l'alarme retentit, on fait tout pour arrêter l'alarme ou pour étouffer l'alarme, bien sûr, les voleurs pourront rentrer dans la maison où le feu couvait à bas bruit ou de manière plus intense. Donc, la première chose à faire, on vous l'a déjà dit, mais on y reviendra, c'est respecter le symptôme pour essayer de comprendre ce qu'il veut dire. Tant qu'on n'a pas compris le sens du symptôme, vouloir le faire disparaître risque d'aggraver de manière importante la situation. Mais, le symptôme dérange. Et on a bien souvent l'envie de le faire taire. Et d'ailleurs, les patients sont très accros à leurs symptômes. Et ils réclament vraiment de vouloir faire taire ce symptôme. Donc, je vais voir avec vous dans mon propos, donc, d'abord le symptôme en psychologie, puis le choix de nos caractéristiques psychologiques et finalement de notre caractère, comment tout cela s'est construit. Enfin, je verrai donc le fonctionnement tranquille, qu'est-ce qui se passe dans notre vie, comment on s'en sort, et qu'est-ce qui se passe quand la crise ou la déstabilisation du système arrive pour une raison quelconque. Et donc enfin, je verrai avec vous comment s'y prendre autrement, ce que nous apporte donc la TBSI et les bénéfices de cette approche. Et enfin, je conclurai en essayant d'élargir mon propos. Alors, le symptôme en psychologie. En psychanalyse, le symptôme est une formation de compromis. Compromis entre le désir qui est devenu inconscient, souvent parce qu'il était vécu comme interdit, et la manifestation de ce désir par un trouble du corps ou de l'esprit. C'est aussi une formation de compromis, pourrait-on dire, entre une partie refoulée qui cherche à s'exprimer, d'ailleurs on reviendra sur cette expression cette expression, pression hors d'eux, on refoule et la pression revient, qui cherche à s'exprimer, et les mécanismes de défense qui veulent à tout prix empêcher cette partie refoulée de s'exprimer. Le symptôme, c'est donc un mixte entre l'expression déguisée, masquée de la partie interdite, à travers la manifestation symptomatique, et l'expression majoritaire qui cherche à imposer sa loi. Donc on voit bien que le symptôme, c'est une manière de s'en sortir dans une situation qu'on ne contrôle pas.
En psychothérapie, on va pouvoir transférer cette façon de voir sur un mode un peu plus appréhendable. Nous pourrions dire, et je vais en expliquer après, que le symptôme est issu d'un conflit entre quelque chose qui cherche à s'exprimer, une maladie par exemple en médecine, ou une partie reniée de notre caractère en psychologie, mais qui entre en lutte avec un système qui cherche avant tout à ne pas être déstabilisé. Donc, on a vu un peu les définitions du symptôme en psychologie, et maintenant, nous allons voir quel est le choix de nos caractéristiques psychologiques. Comment va-t-on former son caractère? Ce qui nous permettra de mieux comprendre après notre propos. Comment tout cela s'est-il mis en place? Ces conflits, avec un système en place conscient et majoritaire, ces conflits sont internes, source de symptômes entre une partie reniée, refusée ou refoulée, liée à la manière dont nous sommes structurés psychologiquement au début de notre enfance. On peut schématiser cela en 3 étapes. La première étape, la phase psychoparanoïde. La deuxième étape, la phase dépressive. Et enfin, je parlerai de la troisième étape qui vient plus tard dans le développement, qui est la phase de latence. Mélanie Klein a repris le stade oral qui avait été déjà divisé en 2 par Karl Abraham entre le stade de la préambivalence et le stade de l'ambivalence. Mélanie Klein apporte un éclairage un peu différent, elle va plus loin dans la notion, et elle parle de phase schizoparanoïde. Alors qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, première chose, que moi d'ailleurs j'ai découvert, comme beaucoup de choses, c'est que le bébé, lorsqu'il naît, n'est pas heureux. C'est pas comme on l'imagine au niveau populaire, dans quelque chose qui est le nirvana, où tout va bien, voilà. Tout le monde ce que pense. Non, le bébé, quand il naît, et l'objet ressent des angoisses absolument terribles, terrifiantes. Et cette phase, cette angoisse qu'il a, c'est parce que cette souffrance, il ne sait pas à quoi elle est due. Il ne sait pas mettre du rationnel sur cette souffrance. Et donc pour lui, c'est vraiment des angoisses absolument majeures. Donc, cette première phase, la phase schizoparanoïde, qui est de la naissance au 3e mois, au premier trimestre de la vie, et d'abord donc le problème de ces angoisses terribles, qui vont d'ailleurs beaucoup plus loin que ce que Freud avait dit sur la non-satisfaction du désir. C'est-à-dire que Freud avait parlé de désir, non-désir, et qu'il y avait donc une souffrance de privation. Mélanie Klein va beaucoup plus loin. Pourquoi? Parce que Freud était clinicien d'adultes, tandis que Mélanie Klein est clinicienne d'enfants. Elle est donc, dans son travail psychanalytique, elle perçoit des choses et elle va plus loin dans ce domaine. Donc Mélanie Klein légitime la souffrance du bébé. Le bébé pleure, il crie, il hurle, il exprime une réelle douleur qui est authentique. Donc, le bébé se sent persécuté par son environnement, mais aussi par son propre moi. Et cette incapacité à comprendre sa douleur est à l'origine du sentiment de persécution. C'est pourquoi on parle de phase paranoïde, sentiment de persécution que perçoit le bébé à l'origine. Alors, pour essayer d'isoler ce danger, le bébé va trouver une parade qui est le clivage.
Alors le clivage, qui va permettre donc de sortir du magma les représentations du bébé en clivant les objets en pôles opposés. On parle donc de clivage entre le bon sein, le mauvais sein, le sein étant l'objet symbolique. Ce clivage se fonde sur l'introjection et la projection, deux mécanismes de défense aussi. Et ça, c'est fondamental, parce que je pense que ça conditionne beaucoup de choses dans la vie, c'est-à-dire que finalement, pour s'en sortir, on va projeter à l'extérieur tout le négatif. C'est pas moi, mais c'est l'autre. Le monde est mauvais, je suis bon. Je projette à l'extérieur tous les stimuli négatifs, et par contre, j'introjecte ce qui est bon. Je suis bien, je suis bon. Et finalement, c'est le clivage entre la bonne mère dispensatrice de tout le bon et la mauvaise mère, qui est finalement la sorcière de nos contes, de fait, et qui est la projection de tous les stimuli négatifs. Alors, ce problème de projection à l'extérieur a été, si vous voulez, va se prolonger dans notre vie d'adulte. Je rappelle ici un thème qui m'est cher, c'est finalement René Girard qui parle du bouc émissaire. Finalement, le bouc émissaire, c'est justement la projection à l'extérieur, en espérant finalement que notre propre angoisse va être stabilisée, va être jugulée par le fait que c'est pas nous, c'est les autres. Et donc René Girard prolonge cette réflexion non seulement au niveau individuel et au niveau collectif. Donc, le bon sein comble la faim, bien sûr, mais avec amour, avec tendresse et avec présence. C'est pas uniquement la stimulation orale qui est là. Le mauvais sein est absent ou ne remplit pas le désir libidinal. Il n'y a pas d'amour. C'est sans amour, sans affection, sans envie. Il y a donc un dualisme amour-haine. À cette étape, l'autre n'apparaît pas comme un objet total, comme on le dit en psychanalyse, mais comme un objet partiel, divisé, tantôt bon, tantôt mauvais. Cette phase de clivage va permettre au bébé de commencer à se repérer, mais au prix d'une vision, bien sûr, incomplète de la réalité et d'autrui. Alors, on va passer à la deuxième phase. Donc, vous voyez bien cette phase schizo-paranoïde, la persécution, le clivage pour s'en sortir, entre le bon et le mauvais. Et maintenant, on va aborder la phase dépressive. Que se passe-t-il ? Eh bien, le bébé va d'abord bénéficier d'une maturation sensitive, sensorielle, motrice, intellectuelle, affective, et donc il va se développer. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, il va se développer aussi grâce au psychisme de la mère, bienveillant, qui va lui permettre, petit à petit, de pouvoir se sentir mieux. Et comme il se sent mieux avec son angoisse, vient alors la découverte que la mère, c'est la même. La bonne mère et la mauvaise mère sont finalement le même. Alors là, catastrophe. Catastrophe. Là, c'est la dépression. Qu'est-ce que je vais faire ? Comment vais-je pouvoir, finalement, ne pas perdre ma mère, pouvoir être en capacité, au niveau de ma pulsion interne, de la canaliser pour ne pas
haïr, détruire ma mère, car, quand même, il faut que je puisse avoir le bon de ma mère, et donc pouvoir continuer à vivre. Donc finalement, quand on parle de la mère, bien sûr, on parle de l'environnement parental en général, est porteuse de deux aspects non séparés, le bon et le mauvais. Alors, la phase est dite dépressive du fait, et ça je pense qu'à mon avis c'est capital, de l'intensité de la douleur d'une part, et deuxième chose, la chute dans l'impuissance. Et ces deux phénomènes sont à mon avis capitaux, car vraiment, ils sont à la base de beaucoup de comportements, hein. La nécessité finalement, si on veut évoluer, d'être dans la souffrance et d'être aussi dans la constatation qu'on est dans l'impuissance. L'enfant à ce moment-là accède à une vision plus réelle. La mère est une seule personne entière, cet objet total est ambivalent. Vous vous souvenez que je vous avais dit tout à l'heure, passage de la pré-ambivalence à l'ambivalence, mais on dit plutôt, Jean-Marc nous disait, du clivage à l'ambivalence. Cette ambivalence, ce n'est plus bon ou mauvais, c'est bon et mauvais. Je ne peux plus déclencher ma haine, ma violence, tout en gardant le lien agréable avec le bon objet. Si je laisse libre recours à ma violence contre l'aspect mauvais de ma mère, je le disais tout à l'heure, on risque donc de détruire la mère en totalité. C'est donc bien plus inconfortable, et je dois gérer cette ambivalence, gérer mon mode pulsionnel, et par conséquent avoir plus de sollicitude envers l'autre, dont je dépends, et qui est aussi un être complet. Plus inconfortable, certes, mais aussi beaucoup plus humain, avec une vision plus juste, plus réelle de l'autre avec qui je suis en relation. Et au bout du compte, une vision plus juste de moi-même. Puisque j'ai une vision plus juste de l'autre, je suis en capacité d'avoir une vision plus juste de moi-même. L'accès à l'ambivalence permet l'élargissement et l'affinement de la gamme des sentiments et des émotions. Sa capacité à exprimer pour le bébé, à rendre ce qu'il ressent et à signifier, participe à la maturation du bébé et de l'enfant. Donc, nous avons vu la phase schizoparanoïde, la phase dépressive, et maintenant, nous allons aborder la phase de la latence. Donc, quand on parle de phase de latence, c'est bien sûr après le stade oral, le stade anal, le stade prégénital, le complexe d'Édipe, et puis enfin arrive la phase de la latence, qui est d'ailleurs, Jean-Marc, tu me diras si c'est pas autovélant, enfin, qui est aussi au moment de l'amnésie infantile. Un peu après l'amnésie infantile, c'est ça, après l'amnésie infantile. Hein. Donc, je pense qu'à mon avis, ce point est important. Donc, à ce moment-là, l'enfant, entre 6 et 10 ans, quoi, va recréer une séparation entre le bon et le mauvais. Donc il y a eu l'amnésie infantile, qui a fait en sorte que tout ça a été dans l'inconscient, que tout ça finalement s'est ancré en nous, et puis finalement, on va commencer notre vie d'adulte en étant enfant, et on va commencer à faire des choix. Mais cette séparation entre le bon et le mauvais n'a pas la tournure violente du clivage initial. L'enfant trie entre ce qu'il garde et ce qu'il rejette, sur un mode bien sûr défensif qui est plus léger, un petit refoulement pourrait-on dire. Les enfants à cet âge adorent de jouer aux bons et aux mauvais, aux indiens et aux cow-boys. Et des critères simples vont leur permettre d'acquérir, de s'affirmer. Bien sûr, à cette époque, il n'est pas souhaitable de leur dire que la tolérance envers l'ambivalence et l'ambiguïté
sont le lot de la vision réelle. L'enfant, à cette époque, a besoin d'avoir une boussole. Où est le nord, où est le sud, et le nord est à l'opposé du sud, ou le sud à l'opposé du nord. Ce sont donc des pôles radicalement opposés. Il a besoin de repères pour pouvoir se développer. C'est alors que s'établissent les choix de ce qu'on va revenir après, que je vais développer après, de la technique psychothérapique du dialogue intérieur, qu'on appelle donc les subpersonnalités dominantes et les subpersonnalités reniées. Technique qui a été développée par Hall et Sidra-Stone. L'enfant développe certains aspects de lui-même en fonction, bien sûr, de son environnement, mais en fonction aussi de ses identifications. À qui s'identifie-t-il dans son entourage, de son histoire antérieure, mais aussi tout simplement de sa place dans la famille. Quelle place a-t-il dans la fratrie? Bien sûr, cela va opérer sur ses choix. Ainsi, s'il a un aîné brillant scolairement, il va devoir, lui, peut-être prendre une tournure plus sportive. S'il était introverti, bien sûr, il ne va pas être extraverti. Jean-Marc en parlait dans son, tout à l'heure dans son propos. Si je suis diplomate et fin négociateur, alors je ne suis pas agressif rentre-dedans pour imposer mes vues. Une polarisation s'établit peu à peu, qui privilégie certains pôles, mais refuse de donner la place aux pôles opposés. Progressivement, un caractère se dessine, qui s'affirme, avec un dosage dominant de certains aspects, et les refus quasi inconscients, ou peut-être, en termes de mécanismes de défense moins lourds, pourrait-on dire une mise à l'écart des aspects qui sont contradictoires face à ceux qui ont été sélectionnés. Et donc ça reprend ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir, vous pouvez vous référer à votre arbre développemental, vous l'avez là. Donc, je dis ça, c'est pour vous réveiller, s'il y en a qui étaient endormis. Donc, les expériences vont donner des croyances sur lesquelles l'enfant va fonctionner. Ces croyances sont à l'origine de valeurs spécifiques qui vont faire qu'on a une vision du monde avec son filtre interne et un filtre externe. Et cette vision du monde va nous entraîner des comportements. Donc finalement, il y a un cycle, et comme toutes les phases sont liées et autorégulées, bien évidemment, à chaque fois, la répétition va faire en sorte que ce mécanisme, cette vision du monde, cette façon d'être, peu à peu, va devenir beaucoup plus ferme, structurée. Et ça va permettre à l'enfant de pouvoir aborder la vie après avoir testé dans son environnement ce qui marche pas, là où il se sent bien. Donc finalement, voilà comment son caractère va se mettre en place. Alors maintenant, on va aborder la phase du fonctionnement tranquille, c'est-à-dire la phase de l'enfance et de la vie adulte. Tant que l'environnement, les circonstances de vie, l'état pulsionnel interne suppose le recours aux capacités existantes dans ce type de caractère, l'enfant ou l'adulte qu'il est devenu ne présentera pas de symptômes. Un problème se présente, il a les ressources nécessaires de son système interne pour savoir comment les résoudre. Finalement, tout se déroule sans heurts. La vie continue. On pourrait comparer cela en médecine, Jean-Marc qui a fait, il l'a dit tout à l'heure, au système immunitaire, où lorsqu'une infection se met en place, des anticorps sont sécrétés, et finalement, l'infection va être jugulée. Grâce aux anticorps, l'infection va être jugulée. Et donc,
finalement, les choses vont aller comme il faut. Mais quand même, le type de caractère choisi, je vous rappelle, du fait qu'il privilégie certains aspects, qu'il en refuse d'autres, par définition, ne dispose pas, bien sûr, d'autres fonctionnalités, d'autres possibilités de ressources, d'autres solutions. Donc, certes, tout va bien, mais nous avons une façon de nous débrouiller pour une situation normale. Alors, que se passe-t-il quand la crise arrive ou lorsqu'il y a la déstabilisation du système? Alors, prenons un exemple. Une personne qui, pour des raisons X liées à son histoire, n'est pratiquement jamais agressive et résout la vie, les événements, par une diplomatie souple. S'il arrive une situation, par contre, qui requiert nettement de se mettre en colère, de poser des limites, d'affirmer son territoire, bref, une situation qui demande l'usage d'une subpersonnalité reniée, cette personnalité agressive, coléreuse, que se passera-t-il? La subpersonnalité reniée, fortement stimulée, cherche à se manifester. En effet, la situation l'impose. En son âme et conscience, ou plutôt en son âme et inconscience, on voit bien qu'il va falloir réagir. Mais le système majoritaire est là et impose sa loi. Une pression interne demande à ce que l'agressivité soit utilisée dans cette circonstance, mettons par exemple pour poser une limite dans une situation d'envahissement ou d'abus. Mais la subpersonnalité dominante n'est pas du tout d'accord. Elle refuse. Il n'est pas question de me mettre en colère. Je vais faire comme j'ai l'habitude de faire. Je vais réussir à résoudre le problème. Cette pression interne devient une sorte de lutte entre une majorité au pouvoir qui interdit l'expression, la pression, expression, et une minorité qui voudrait absolument assumer ce qui doit être fait à son moment. Et cette tension psychologique interne va se manifester par de l'angoisse. L'angoisse signale qu'il y a un conflit interne. La personne n'est pas en colère ou agressive comme elle devrait l'être pour régler ce problème. À la place, elle est angoissée. L'angoisse est le signe d'une lutte entre soi et soi, comme la fatigue d'ailleurs. Imaginons que la personne cherche alors à faire disparaître l'angoisse, qui est intolérable, bien qu'elle soit encore soumise à des situations exigeant d'autres solutions, d'autres comportements que ceux qu'elle privilégie habituellement. L'angoisse augmente, la personne cherche à faire disparaître cette angoisse, anxiolytique, somnifère. La pression interne, si le processus continue, se somatise. Les troubles somatiques sont ensuite eux-mêmes combattus, et la personne entre dans une vision d'elle-même de plus en plus fragilisée, de plus handicapée. Au fil du temps, elle perd confiance en ses propres capacités. En fait, en voulant faire disparaître le symptôme, elle cherche à résoudre les conséquences d'une situation interne mal, plus loin, traitée, mais elle est aussi, elle, maltraitée. On peut constater qu'un cercle vicieux s'enclenche, éloignant de plus en plus de la solution adéquate, et dont le prix devient de plus en plus lourd. Les symptômes s'accumulent, le coût de tout cela est élevé, le prix à payer est cher. Vous comprenez alors une partie du titre de mon propos, mon cher symptôme. Et dans le cher, on peut y voir deux choses. On peut y voir l'attachement à son symptôme, le fait aussi de vouloir, l'attachement de vouloir le faire disparaître, mais on y est quand même attaché d'une certaine manière, et puis le fait aussi du prix à payer du symptôme. Le prix est cher, il est élevé, le coût est élevé.
Reste donc à comprendre maintenant le merci de mon titre. Comment se situe-t-il? Donc, je vais voir avec vous comment s'y prendre autrement. Donc, vous avez vu le symptôme, le choix de nos caractéristiques, le fonctionnement tranquille, la crise. Comment s'y prendre maintenant autrement? Eh bien, le merci envoyé au symptôme va émerger si l'on prend le symptôme comme un signal qu'il est tout à fait intéressant d'écouter, car il va nous mener vers des solutions nouvelles et un élargissement de nos capacités. En TBSI, nous avons l'habitude de commencer par nous demander quel est le positif du symptôme. Il faudrait plutôt d'ailleurs dire quel est le positif qui va arriver dans ma vie si, à côté de la partie majoritaire, je prends en compte la partie minoritaire qui est refoulée, qui est refusée, et pourtant porteuse de richesses dont je me prive actuellement. Bon, bien sûr, c'est un peu long, donc on raccourcit. Par exemple, pour la personne dont nous parlions précédemment, découvrir que dans certaines circonstances, déployer correctement et clairement son agressivité permet le changement d'une situation insupportable. C'est une véritable libération. Ainsi peut-elle devenir plus complexe avec un caractère plus ambivalent. On en revient à l'ambivalence. Majoritairement souple et diplomate, mais aussi capable d'être ferme et agressive quand c'est nécessaire. Alors un psychologue américain, Hal Sibert, s'est intéressé aux survivants. Et il a vu finalement quelle était la capacité, dans les montagnes rocheuses, il a repris toute une série de catastrophes, dans les cordillères des Andes avec des accidents d'avion, il a essayé de savoir qu'est-ce qui finalement faisait que les gens survivaient, quelles étaient les caractéristiques des survivants. Et il s'est aperçu que finalement, ceux qui survivaient avaient, il liste toute une série de choses, enfin, j'en retiendrai deux. La première, c'est cette capacité, finalement, d'être sonné, quoi. C'est-à-dire, vous savez, dans mon propos tout à l'heure, je vous avais parlé de l'intensité de la douleur et de la découverte de l'incapacité, de l'impuissance. Eh bien, c'est fondamental. C'est fondamental, car quand une situation est grave, il est important de ne pas nier il faut la prendre en compte. Et donc, si la situation est grave, c'est la chute, quoi. C'est la chute. Donc cette capacité de chuter, de voir le problème tel qu'il est fondamentale. Car c'est ce qui va nous permettre, et c'est le deuxième terme de ce qu'il emploie, de ne pas capituler. De ne pas capituler. Il ne faut pas capituler. C'est dur, mais je ne capitule pas. Première chose. Deuxième chose, il s'est aperçu aussi que ceux qui survivaient avaient la capacité de faire avec leur façon d'être, en général, mais aussi étaient capables, dans des situations tout à fait exceptionnelles, de laisser de tomber toute cette façon d'être et de faire exactement, on en revient au virage à 180 degrés, l'inverse de ce qu'ils auraient fait. Ce qui leur permet d'élargir leurs capacités pour trouver des solutions dans l'adversité et pour rebondir. Donc, il reste, en fait, on peut dire que il pouvait aussi bien s'appuyer sur les expériences antérieures que laisser complètement celles-ci de côté avec leur ancienne solution et se comporter alors comme des débutants innocents. Bref, il ne restait pas prisonnier d'une seule carte mentale, d'un seul type de solution. En résumé, le symptôme, l'angoisse, le malaise nous invite à nous y prendre autrement. Nous invite à donner la place à des aspects habituellement refusés, à devenir plus complexes, à être ambivalents. Un repère nous est donné par l'école de Palo Alto.
lorsqu'elle propose un virage à 180 degrés, on y revient. Virage qu'en TPSI, nous avons toujours à l'esprit. Aussi, pourrait-on dire à la personne qui nous sert d'exemple prototypique, au lieu d'être diplomate souple, compréhensif, là il s'agit pour vous de pousser un bon coup de gueule. Bien entendu, on ne va pas le dire comme ça. Sous peine de susciter la peur et la résistance. Mais nous allons introduire, par exemple, un dialogue entre deux parties psychiques et tâcher de donner ainsi la parole à la partie sous le symptôme. Celle qui, à défaut d'être reconnue et entendue, est obligée de passer par des biais somatiques et psychiques. Alors, on va maintenant aborder les bénéfices de cette approche. Donc, je ne vais pas développer comment on va permettre l'émergence, l'acceptation et la gestion de la complexité psychique, cette complexité qui va favoriser un éventail de solutions bien plus large face aux difficultés, puisque la personne se découvre riche d'aspects contradictoires, d'attitudes. Elle peut être diplomate et agressive, suivant les circonstances. Elle peut aimer quelqu'un et gérer la haine qui surgit parfois en elle. Disons simplement que, du point de vue technique, nous allons avoir deux attitudes fondamentales. D'abord et avant tout, ne pas faire disparaître ou diminuer le symptôme, ce qui d'ailleurs conduit au respect. Je ne traite pas un symptôme ou une maladie, mais je traite comme un boulet. Je traite quelqu'un qui souffre et qui est en face de moi, qui est un être humain et qui cherche finalement une solution à ce symptôme. Bref, là, on va se mettre en position basse. Je pense d'ailleurs que sur le plan médical, un des gros problèmes, vous voyez, j'en ai encore des séquelles parce que je reste debout, mais c'est l'habitude, donc ça me permet de canaliser mon angoisse, mais finalement, le gros problème, si vous voulez, qu'on s'aperçoit, c'est que c'est fondamental cette position basse, c'est pas uniquement un truc. Il ne peut pas y avoir de changement en position haute. Donc, si vous voulez, la médecine ne peut pas arriver effectivement à quelque chose, tant qu'elle ne change pas radicalement. Et là, vraiment, il y a du chemin à faire. J'ai essayé un peu de mon propre chef d'essayer un peu de distiller, mais c'est pas facile. Donc, conduit au respect. Et puis, deuxièmement, introduire du sens. Introduire du sens, c'est-à-dire chercher quand tout cela a commencé, avec qui, dans quelles circonstances. Bref, ce que nous, on appelle, si vous voulez, dans notre jargon, chercher la ponctuation. Chercher la ponctuation, c'est-à-dire le point à partir du moment où le système s'est déstabilisé. Alors, je voudrais vous donner un exemple vécu. Christine vient me voir car elle est anxieuse, elle dort mal, elle est triste, morose, c'est pas l'extase avec son mari, et au niveau de l'argent, elle sent qu'elle a un problème, car elle est économe et un peu crispée sur cette question, et ça engendre des tensions dans la famille. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle est professeure dans un collège, elle réussit bien au niveau professionnel, elle a, au niveau de son environnement, elle est satisfaite donc dans sa vie. Et donc on discute, et finalement, sa mère était aussi enseignante dans le même collège, mais sa mère a été dépressive et a finalement dû se retirer du collège. Sa grand-mère était aussi dépressive, son père était agriculteur, et ils avaient toujours des problèmes, l'argent était toujours un problème chez eux. Bref, pas d'énormes problèmes dans la réalité extérieure, mais un malaise psychique quand même incontestable. Elle a essayé des solutions, le yoga, différentes activités, je ne sais plus comment on dit, la yumbo, tout ça, et sans résultat. Son médecin, vous allez voir, c'est rigolo, je trouve, pendant l'été, l'a traité pour des problèmes biliaires. Finalement, on discute et elle me dit que
elle a peur de devenir dépressive comme sa mère. Donc, nous allons en quelques séances aborder cette subpersonnalité craintive, lui redonner place et la faire dialoguer. Alors, au début, si vous voulez, ma première tâche, elle ne l'avait pas bien comprise, puisque elle a dialogué avec son mari. Donc, deuxième séance, on revient, et je dis non, écoutez, pour l'instant, Elle pensait bien sûr que son problème était en rapport avec l'extérieur. C'est pas tout à fait faux, bien évidemment. Mais, à la deuxième séance, je dis, écoutez, on verra ça plus tard. Pour l'instant, on va essayer de travailler sur l'intérieur, sur l'interne, de voir comment, finalement, vous pouvez prendre en compte cette partie de vous-même. Et finalement, donc, nous sommes arrivés à repérer chez elle cette subpersonnalité qui a besoin de sécurité et de protection, et finalement qu'elle la prenne en compte, qu'elle la réconforte. Et de manière un peu surprenante, l'amélioration devient manifeste en 3 à 4 séances. On voit donc bien là que le symptôme, l'insomnie, la tristesse, nous a permis de remonter à son sens et à la subpersonnalité craintive, reniée, insécurisée, dont elle avait peu conscience. Donc, en conclusion, à l'intérieur de nous-mêmes, reconnaître nos contradictions, nos pôles opposés, représente une gestion psychique plus délicate. Les choses sont moins simples. Rien n'est totalement tout blanc ou tout noir. Mais la coexistence de pôles opposés débouche sur des aspects très riches. Disparition des symptômes pour lesquels Christine consultait, le sommeil revient, elle organise d'ailleurs une fête pour son mari, elle est plus satisfaite de sa sexualité, ses relations conjugales se sont nettement améliorées, alors même que nous n'avons que travaillé sur l'intérieur. La partie minoritaire s'exprime en clair, la petite fille craintive, et n'a donc plus besoin de passer par des expressions symptomatiques. Allègement de la pression interne, de la lutte intérieure, qui était source d'angoisse, d'où retrouvailles avec beaucoup d'énergie, en particulier dans sa sexualité. Tolérance plus grande envers les comportements d'autrui, de son mari, ceux qui étaient refusés auparavant parce qu'ils étaient associés aux subpersonnalités reniées. Enfin, créativité et souplesse. L'organisation de la fête qui a été un succès total. Au total, la complexité psychique est source d'évolution et de richesse. Le symptôme nous permet d'être plus attentifs à nous-mêmes, à notre diversité, à notre souffrance. Nous nous comprenons mieux, nous sommes moins péremptoires, mais aussi plus indulgents, plus tolérants, et donc plus humains. Ce faisant, nous sommes plus ouverts aux autres, à leurs difficultés. Nous sortons du jugement, nous sommes plus accueillants du fait de la baisse de nos défenses, et donc plus en capacité de nous aimer et d'aimer les autres, et donc de progresser vers une humanité plus totale. Et donc, alors oui, nous pouvons dire merci, mon cher symptôme, qui me conduit vers cette voie d'élargissement de mes capacités et d'enrichissement de ma vie. Et donc, je voudrais élargir la conclusion sur le fait que, finalement, est-ce que le symptôme n'est pas le doigt qui nous montre que, finalement, la maturation humaine nous impose, finalement, d'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que c'est pas la crise du milieu de la vie, nous impose, finalement, d'aller plus loin dans la maturation pour accéder à nos parties reniées, et de faire en sorte que nous soyons, finalement, nous découvrions notre propre richesse en laissant tomber toute notre carcasse et nos différents symptômes.